d'art. Il a collaboré au sein d'institutions culturelles comme le Centre Pompidou, le Grand Palais, la Force de l'Art 02, la Biennale Performa à New York. Il est rédacteur en chef de la revue Diapo, Art contemporain et performance. Il contribue à différents magazines français et internationaux. De 2010 à 2012, il a collaboré avec Morgane Rousseau comme commissaire à l'hôtel particulier Montmartre, quand la transgression flirte avec le luxe. Après une carte blanche sur l'artiste Sarah Trouche à la Fondation Brownstone, en 2011, il est commissaire pour les performances dans le cadre du Festival de la Croatie en France, Institut français. Depuis juin 2012, il est commissaire associé pour les performances au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris. Il prépare actuellement un ouvrage sur la performance en France qui paraîtra en 2013 et dont il va nous parler. Bonjour à tous et donc merci d'être restés pour ces deux dernières interventions. Alors effectivement, je vais vous présenter en fait un projet qui est actuellement en phase de finition, que je réalise avec Sandrine Mitz, que je représente aussi également. Alors c'est un projet en fait qui a pour objectif de dessiner un portrait de ce qui s'est passé en termes de performance sur le territoire français, et ce depuis 1960, composé d'une douzaine d'entretiens. Alors, avant toute chose, je vois ce projet comme une expérience, puisque je ne suis pas chercheur à proprement parler, donc je vois vraiment ça comme une expérience, mais aussi comme un exercice de rencontre, au sein duquel, en fait, des rencontres ont été, disons, mises en lumière et mises en exergue à travers ces 12 entretiens. Donc je reviendrai sur différents points en fait, dans un premier temps, et je vous lirai un extrait en fait, qui présente, disons, cette question sur l'entretien d'artiste. Alors pour revenir à la genèse en fait, du projet, il se trouve que lors de mes études, enfin lorsque j'étais étudiant, j'avais commencé en fait à travailler sur la question de la trace et notamment de sa relation à la performance à partir d'une collection de photographies qui était présente chez Bernard Hiltzik et Françoise Janicot. Donc la trace m'a intéressé, la photographie en tant que document, sa valeur et son devenir. Dès lors, après, je me suis attelé en fait à l'exercice, disons, de l'entretien, peut-être plus de l'interview, avec des personnages comme, donc, évidemment, Bernard Hiltzik, François Janicot, ou d'autres personnalités comme John Giorno. Alors, après, j'ai monté cette revue Diapo, qui est une revue online, au sein de laquelle j'ai réalisé depuis 2 ans une cinquantaine d'interviews d'artistes, mais qui sont principalement de jeunes artistes, qui travaillent indirectement ou directement avec la performance. Donc, tout ça pour vous expliquer que ça évidemment nourrit en fait cette envie et ce désir de commencer en fait ce projet donc sur la performance qui est composé donc de ces entretiens d'artistes. Alors tout d'abord en fait je me suis associé avec Sandrine Mitz qui elle est chercheure et historienne rattachée à la Sorbonne. Elle travaille sur la question de la performance mais en Angleterre précisément dans les années 60 et 70, ce qui me semblait absolument intéressant pour pouvoir créer en fait un pont aussi avec ce qui s'est passé en Angleterre et puis sur d'autres scènes hors du territoire français. Alors d'abord on s'est posé, en fait il y a eu un premier constat historiographique, premier constat historiographique sur ce qui s'est donc sur ce qui présente, enfin, sur ce qui s'est passé en France. Et donc on se retrouve avec une bibliographie française non pas pauvre, mais disons assez morcelée, comme l'a souligné David Zerbib ce matin. Effectivement, la plupart des sources qui, pour nous, sont des références, ont été principalement réalisées par ces acteurs, par ces artistes. Et donc, je peux citer entre autres, effectivement, Orlan avec Hubert Bezacier, Julien Blaine avec sa revue Docs, et puis évidemment bien d'autres. Disons que depuis quelques années, heureusement, bon, il y a toute l'entreprise menée par Éric Mangion, ici même à la Villa Arson, qui nous a apporté évidemment des sources supplémentaires, mais il n'y a pas, en tout cas depuis l'acte pour l'art d'Arnaud Labelle-Rojoux, il n'y a pas d'équivalent, je dirais, synthétique qui puisse permettre de dresser un portrait de ce qui s'est déroulé en France depuis les années 60.
Donc, disons quand même que juste pour, peut-être pour terminer sur ce constat historiographique, il y a quand même eu, notamment à travers le corps caméra de Sophie Delpeux ou différentes recherches menées par Jannick Bécop ou autres, toute la question sur l'archive, le document et évidemment la trace, et sur ces pratiques qui ont été réalisées plus principalement en fait avec l'art corporel. Alors donc ce constat nous a mené à des objectifs à mener, donc essayer en tout cas de tenter de créer une histoire, en tout cas de poser les jalons d'une histoire qui mettra en lumière la création performancielle et les contextes au sein desquels ces acteurs et ces artistes ont apporté voilà, quelque chose en termes de performance, et essayer de vérifier aussi ces faits. Et dès lors, l'entretien m'a paru être l'outil le plus judicieux, et puis essayer d'apporter des liens entre ces axes de lecture afin de dessiner un paysage assez clair du territoire et de ce qui s'est passé voilà, en termes de performance en France. Ceci nous a permis en fait de déterminer différentes choses, des formes, des esthétiques, mais également des pratiques qui se sont dévoilées en France. Et puis aussi on avait un objectif qui était quand même celui d'appréhender le médium dans sa complexité. Afin de nous-mêmes, afin de définir des définitions qui étaient apportées par les artistes, et de nous-mêmes en fait tenter de définir et tenter voilà, de définir ce que pouvait être la performance et comment la performance s'est développée en France. Alors, donc, disons, différentes problématiques ont été une sorte de leitmotiv dans ce travail, telles que quelles ont été les motivations à l'origine du choix de la performance par ces artistes, ces motivations ont-elles changé au cours du temps, comment le médium a-t-il évolué selon eux, comment chacun parle-t-il de performance, quelles sont ses spécificités, quelles sont les spécificités du médium qui ont fait de celui-ci un moyen d'expression approprié dans des démarches esthétiques et conceptuelles diverses. En d'autres termes, quels sont les différents modes de faire processuels et d'implication corporelle, physique et artistique incarnés par ces artistes qui ont dessiné le champ performantiel français. Alors, dès lors, s'est posée évidemment la question du choix des artistes. Alors, il a fallu, puisque ce n'est absolument pas une étude exhaustive de la performance et de ce qui s'est déroulé en France, on a décidé déjà de déterminer un champ, disons une discipline, qui est donc celui des arts visuels, et non de la danse, du théâtre ou de la musique, afin peut-être d'étudier ou d'analyser au mieux la pluralité ou la porosité en tout cas entre les genres, peut-être les formes transgressives et aussi ce qu'on pourrait appeler ce qui se rapproche de la notion de pluridisciplinarité. Ainsi donc on a déterminé on a choisi 12 artistes, 12 artistes qui nous semblaient être des figures tutélaires, et également des témoins de leur temps, des témoins d'une époque, et des témoins qui pouvaient aussi apporter un éclairage sur un contexte et sur, disons, d'autres performances. Alors, est-ce que le nombre est une erreur? Je dirais peu importe, c'est quelque chose qu'on assume pleinement. Et dans le cadre d'un projet tel que celui-ci, il a fallu évidemment délimiter, et je dirais limiter en tout cas le nombre d'entretiens. Donc à travers ces 12 figures, on a tenté voilà, de dresser un portrait, puis un témoignage de ce qui s'est passé dans le champ de la performance en France. Et donc plus particulièrement pour les années, disons, 60, nous sommes allés interviewer Esther Ferrer, Julien Blaine, 2 membres du groupe Intel, puis après on s'est intéressé également à Arnaud Labelle-Rojoux, à Orlan, à Joël Hugo, puis à Lyon, puis à Charles Dreyfus aussi pour toute la question et pour tout ce qui s'est déroulé sur Succus. Et ensuite on s'est intéressé à des figures peut-être plus jeunes comme Éric Madeleine, Jean-Luc Vernat et Olivier Delinger, Marie Coul et puis Tsuneko Tanuchi.
Alors, chaque entretien est d'une durée d'environ de 3 heures, voire 4 heures, qui se sont déroulées dans divers endroits. Et ce qui nous a permis, en fait, pour toutes ces époques, de reconstituer, en fait, au-delà de la performance, également un contexte politique, économique, social et culturel. Alors, avant de vous lire, en fait, un extrait de ce que nous avons écrit, et plus précisément sur cette question, disons, de la trace, du document et de l'entretien, il y a eu trois axes qui ont été, disons, 3 axes principaux qu'on a abordés en fait dans ces entretiens. Un premier qui est sur la pratique. La pratique, on a notamment questionné les artistes sur leur première performance, sur leurs raisons, sur la forme, sur le désir aussi et sur l'envie de transgresser, sur la définition du médium, sur la relation à l'objet, au matériel, cette tentation aussi vers l'immatériel et évidemment vers l'œuvre, la performance comme œuvre. Après, un deuxième axe qui est celui du contexte. Alors le contexte qui nous a permis aussi de définir un petit peu mieux l'histoire, l'héritage culturel, puisque beaucoup d'entre eux aussi se sont inscrits dans un héritage culturel, notamment de Dada et des avant-gardes, sur les collaborations, mais également sur les autres performances, et puis sur leur regard qui porte évidemment sur la jeune scène contemporaine, et je veux dire sur les actualités et sur ce qui se passe aujourd'hui en termes de performance. Et puis après, un dernier axe qui est celui du témoignage, disons, plus politique, qui est lié donc à l'institution, à l'évolution de la performance sur le territoire français, tant sur le plan esthétique, formel, que par l'engagement en fait, d'action culturelle. Je dis ça parce qu'effectivement, je parlais tout à l'heure de l'ouvrage d'Arnaud Labelle-Roujou, mais il faut savoir aussi que Julien Blaine a quand même mené certaines actions culturelles qui ont été extrêmement importantes et qui ont permis la diffusion, en tout cas, de performances et voilà. Alors, dès lors, en fait, c'est aussi... donc on a examiné voilà, différentes choses et puis on a pu aussi comprendre qu'il y avait même une problématique en termes de terminologie sur la performance et que beaucoup d'entre eux, en fait, ne désignaient pas leur œuvre comme performance. C'est... donc, notamment le cas de Maricoul et Fabio Balducci qui rejettent complètement en fait, ce terme de performance, ou Julien Blaine qui parle de poésie sémiotique, de poésie élémentaire, de poésie en chair et en os, de poésie à corps et à cri, d'acte éphémère, de poésie action, d'event ou de poésie sonore. Esther Ferrer utilise désormais le mot performance, mais disons qu'au départ, notamment dans les années 60 avec Zar, elle parlait plutôt de concept et d'action. Le groupe Intel, lui, parlait tout simplement d'intervention ou d'action, alors qu'Arnaud Labelle-Roujou utilise très tôt le terme de performance et il préfère désormais en tout cas parler définir en tout cas ses œuvres comme des pièces composites pour définir en tout cas la spécificité de son approche. Et pour Éric Madeleine, on retrouvera notamment tout le travail sur le corps-objet, tandis qu'Olivier Dollinger, Jean-Luc Vernat et Tsuneko Tanucci font au contraire un emploi décomplexé du vocable, considérant le médium comme l'un des moyens désormais à la disposition de l'artiste. Alors, disons qu'il est aussi intéressant de voir que c'est une recherche, en tout cas c'est un projet qui a certaines limites. Comme je le disais, ce n'est absolument pas un travail exhaustif, puisqu'il faudrait pour ça passer beaucoup plus de temps, en tout cas, et réunir peut-être beaucoup plus d'entretiens. Que je vais l'aborder notamment dans le texte que je vais vous lire, mais que les faits, même si les faits sont quelquefois vérifiables, restent... Alors, bon, bah, je vais lire, en fait. Alors, donc, citation. Donc, écrit, évidemment, ça fait partie de cette introduction, de cette longue introduction qui aborde ces 12 entretiens et que, voilà, nous finalisons actuellement. Alors,
Mais si l'œuvre n'existe plus, l'archive, elle, n'est pas fixe et peut être enrichie, ainsi que le montrait Heike Roms avec What's Wedge for Performance, un projet visant notamment la constitution d'une histoire orale de la performance au Pays de Galles, au moyen d'entretien des acteurs même de cette histoire, et plus récemment le projet mené par Éric Mangeon à la Villa Arson autour de la performance sur la Côte d'Azur. Bon, je ne reviendrai peut-être pas là-dessus, je vais passer. Ces entreprises disent à la fois l'urgence à agir et l'ampleur du travail de sauvegarde qui peut encore être effectué en allant à la rencontre des auteurs et spectateurs, mémoire vivante d'une histoire qui l'a été et menace doublement de disparaître si elle n'est pas documentée. D'où cette nécessité d'interroger afin de compléter les archives existantes, préciser certains points, vérifier des faits, ajuster l'analyse, afin parfois de créer une documentation pour des œuvres ou des aspects du travail d'un artiste qui en étaient jusqu'alors dépourvus. Une telle démarche soulève nécessairement la question de la fallibilité de la mémoire, la subjectivité inévitable du récit individuel, fait parfois plusieurs décennies après l'événement relaté. C'est notamment ce qu'a souligné Sophie Delpeux avec « Raconter la performance », une série de rencontres à la Maison Rouge, au cours desquelles deux invités proposaient successivement leur récit d'une même performance historique. L'idée d'une connaissance à la fois objective et exhaustive d'une œuvre performancielle est, par essence, une impossibilité. Alain Capro parlait dès 1966 d'un art inconnaissable. Même le spectateur qui assiste réellement à une performance n'en a finalement qu'un point de vue, ne serait-ce que par le cadrage qu'opèrent inévitablement ses propres facultés perceptives et interprétatives. Cependant, la multiplication des éléments d'archives et leur confrontation permet néanmoins de s'approcher au plus près de ce qu'a pu être, dans sa complexité, l'événement passé. Outil à manipuler avec précaution, notamment lorsqu'il est effectué longtemps après les faits, et que la description et l'interprétation peuvent, consciemment ou non, en être déformées. L'entretien reste l'unique moyen pour combler certaines lacunes dans la connaissance d'une œuvre, bien que cette connaissance soit, certes, vouée à demeurer à jamais fragmentaire et relative. L'exercice de l'entretien s'avère être une forme d'autant plus précieuse de documentation sur l'œuvre qu'il est aussi une forme de documentation autour de l'œuvre. La rencontre, le moment vécu, l'échange autour et en dehors des questions elles-mêmes, le contexte, la façon de répondre ou non aux questions ont parfois autant à révéler sur l'œuvre que les mots prononcés. De la recherche à l'écriture, l'entretien, sa mise en place et sa diffusion s'imposent comme une entreprise dont la rhétorique même interroge la place de la parole dans la transmission d'un contenu et d'une esthétique et ouvre tout un champ de réflexion sur les outils méthodologiques propres à l'historien et au curateur. Conscient des limites de l'outil auquel nous avons choisi de recourir, il nous a paru essentiel de contribuer à l'enrichissement du matériau à partir duquel construire ou questionner l'histoire de la performance en France, si tant est que celle-ci puisse être écrite. Contribution modeste devant l'ampleur de la tâche envisageable, ce projet prend son origine dans un constat de manque de documentation disponible, à part quelques figures récurrentes sur lesquelles beaucoup peut néanmoins encore être fait. Les réalisations performancielles historiques, comme actuelles en France, restent souvent méconnues et sont rarement étudiées. Julien Blaine, Esther Ferrer et Orlan nous invitent à approcher certains aspects de la période pionnière du médium, mais participent aussi, avec Charles Dreyfus, Joël Hugo, Philippe Casal et Alain Snyders, pour le groupe Intel, à dresser un certain panorama des années 70. Panorama dont l'art corporel est souvent évoqué en creux de certains entretiens, ces deux principaux acteurs étant décédés. Joël Hugo et Arnaud Labelle-Rojoux vont profondément marquer les années 80 et leurs mots se souviennent de cette période à la fois féconde et occultée par l'histoire comme un point de passage entre les glorieuses années 70 et les années 90 décomplexées des questions de catégorie et propices à la réévaluation critique d'un héritage historique. Ces années 90 voient donc l'arrivée de nouveaux protagonistes, représentés dans ce projet par Olivier Dollinger, Tsuneko Tanucci, Jean-Luc Vernin et Éric Madeleine. Mais elles sont aussi marquées par la continuation et le renouvellement du travail de certains de leurs aînés, à l'exemple des opérations chirurgicales, Performance d'Orlan, ou de la pièce que Labelle-Rojoux conçoit avec Olivier Blancard, Clown, qui propose une lecture critique de la façon dont l'artiste perçoit l'évolution du médium. Enfin, le duo Marie Cool et Fabio Balducci,
qui commence à travailler au début des années 2000, permet de poser différemment la question des limites, est-ce de la performance, renvoyant à nouveau à un espace marginal. 12 regards pour interroger à la fois l'évolution historique du médium en France et sa diversité stylistique et conceptuelle. 12 regards, cela laisse une liste longue d'absents qui auraient aussi beaucoup à dire sur le sujet. Mais avec ce projet, il est temps de laisser parler ceux qui, autour d'une table de café ou dans l'intimité de l'atelier, nous ont raconté une partie de cette histoire qu'ils sont encore aujourd'hui en train de construire, soit en y participant activement par leur création, soit par un rapport à l'archive et à la mémoire, donc autant d'approches de la performance que d'artistes. Merci. Merci. Le diaporama, il ne faut pas vraiment diaporama, alors je vous passe. Oui, merci pour l'évocation de ce qu'on pourrait appeler finalement, à travers ces mémoires vivantes que sont les artistes, protagonistes de leur propre histoire, les trésors vivants, dirait les Japonais. Est-ce que vous avez des questions? Juste, ces photos que tu nous montres dans le livre, ça sera documenté avec des photographies? Le livre va être documenté de quelques photographies, mais probablement pas celle-ci. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va aborder là, prochainement. Mais quand on aura récupéré les 2 derniers entretiens qui nous manquent et retravaillé en fait sur ces entretiens. Voilà.